Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est un point lecture et c'est le numéro 52. Oui. 52. Oui. Donc comme d'habitude on va vous présenter 4 livres, donc 2 chacune. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont et puis pour les autres, eh bien, soyez prudents avec la chaleur parce que bon, voilà. Il fait très chaud. Mais on est contente, voilà, nous on passe beaucoup de temps dans l'eau, je sais pas vous, mais voilà, nous on passe beaucoup de temps dans l'eau. Je sais que ça ne se voit pas, hein, pour ceux qui vont se poser la mais question. c'est pas grave, ça c'est pas important. Ça ne se voit pas mais pourtant c'est le cas. Non, c'est vrai qu'heureusement qu'on a la flotte à côté parce que voilà, avec les chaleurs en ce moment, eh ben, ça fait du bien. Donc on essaye de vous filmer les vidéos entre deux. On met le ventilo comme d'habitude. Hein. On a vu dans les commentaires que ça ne vous gênait pas au point de vue son, donc on est contente. Donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti. Donc moi pour mon premier ce sera La berceuse des sorcières de Heather Fox, j'espère que je le prononce bien, aux éditions J'ai lu, que je vous mets ici. D'ores et déjà, je peux vous dire que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. On se retrouve avec 2 temporalités, donc avec Margaret dans les années 1870 et dans notre temps à nous avec Augusta. Je vais vous raconter un tout petit peu le début. Margaret, donc en son temps, est une guérisseuse via sorcière. Elle est issue d'une famille assez aisée pour l'époque. Il possède le domaine, alors je vais regarder mes petites notes, de Harlow House, parce que c'est pas évident à prononcer. C'est une belle demeure, c'est magnifique, ils ont une vie bien remplie, financièrement parlant, il n'y a pas de souci. Elle a des frères, elle est la petite dernière de cette fratrie, elle est amoureuse à un moment donné d'un certain Jack. J'ai beaucoup aimé leur histoire d'amour impossible, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas du même monde, et pour autant, Margaret va sauter les pas qui sont insurmontables pour l'époque, surtout pour tout ce qui est conditions féminines de l'époque, les droits des femmes, le respect des femmes. On en parlait dans une autre vidéo déjà avec Alban, où c'était déjà un peu dans un avancement, on va dire, puisqu'on se retrouvait dans les années de la Première Guerre mondiale. Même mais si là, voilà, c'est pas encore ça. Et alors là, je suis en plein dans, c'est pas du tout ça. Elle est soumise à un certain protocole de sa condition féminine de l'époque. Elle a des droits très très minimes, vous le savez, dans ces années-là, et ses parents vont bien lui faire comprendre que ça va pas aller du tout. Alors d'une part, comme je vous ai dit, elle est guérisseuse et ça va jusqu'à la prétendre un peu sorcière, donc ils vont être obligés de mettre Léo là, parce que derrière, en fait, je vais vous expliquer, derrière leur demeure, ils lui ont installé une sorte de petit cabanon un peu plus loin, là, pour pas qu'on voit trop ce qui se passe, et elle reçoit donc les femmes de la bourgeoisie de l'époque, et elle leur donne des remèdes, etc. Mais à un moment donné, ça va clasher, ça va trop se savoir et il va y avoir un couac, un événement qui va faire qu'il va falloir qu'elle cesse ses activités. Un meurtre. Je ne dirais pas quoi. Non, c'est pas un meurtre, mais c'est des choses qui vont lui être reprochées et donc ses parents vont lui intimer, lui sommer même d'arrêter ses activités pour leur notoriété, leur... Pas pour la protéger. Non, c'est pour voilà, leur nom. Ouais. Voilà, leur statut social et puis il faut pas que ça entache leur vie sociale. Donc d'une part, il y a ce petit problème qui va se poser pour Margaret. Il y a un autre souci qui va se poser donc avec le fameux Jack dont elle tombe amoureuse. Je vais taire l'histoire qui va se passer avec ce jeune homme puisque ça fait partie de l'intrigue qui est très très intéressante. Donc là, je vais passer un petit peu avec Augusta. Augusta qui est de nos jours une femme qui exerce son métier puisqu'elle a eu, je crois, sa licence d'histoire de l'art et elle officie donc dans une ancienne prison dont elle fait la guide. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie énormément dans ce qu'elle fait. Elle s'ennuie dans sa vie parce qu'elle est dans une relation toxique avec un geek. Et le problème de ce jeune homme, c'est qu'il l'emprisonne un petit peu dans cette vie monotone, puisque ils sortent peu. Lui, il pense qu'à jouer. Il pense pas à ses états d'âme à elle. Ils ont
de moins en moins de conversations ensemble, moins d'interactions, qu'elle s'ennuie aussi bien professionnellement que affectivement. Donc elle va trouver une sorte d'exutoire lorsqu'elle va répondre à une annonce pour exercer dans une fameuse demeure, la fameuse demeure Harlow House, puisqu'elle est de nos jours, vous le savez, donc c'est 150 ans après. Elle va se retrouver donc dans la fameuse maison de Margaret. Elle va officier dans cette maison, mais avec ses véritables capacités professionnelles, c'est-à-dire qu'elle va être chargée de faire des expositions. Ça va l'enjouer parce que dans l'histoire de guide, elle a appris des choses, on apprend toujours du métier qu'on fait, hein, et c'est pas mal, mais ça ne lui convenait plus, et là elle va s'épanouir avec ses vraies capacités, ses vraies envies professionnelles. Elle va s'épanouir avec ce futur job, puisqu'elle va intégrer une équipe très fortement sympathique d'ailleurs, ses collègues vont être super sympas, et elle va y trouver vraiment une sorte d'amis. Elle va retrouver ce cercle qu'elle n'avait plus, ni avec son conjoint, ni avec ceux qu'elle avait avant et qu'elle a perdu, puisque voilà, son conjoint ne sortait plus, que c'est un peu l'état d'esprit qu'elle avait, et là elle va retrouver tout ça. Donc elle va rentrer plus tard de chez elle, enfin de son travail, donc lui ça va pas lui plaire, et donc à un moment donné ils vont se séparer, et là va commencer à elle en fait son épanouissement professionnel et affectif, puisque je vous le dis, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, son épanouissement professionnel va passer aussi par l'affectif, tout va être embriqué, et c'est là que va commencer cette quête un peu généalogiquement parlant, puisqu'elle va étudier un portrait. En tout cas c'est ce qui va la titiller. Il va y avoir dans cette fameuse demeure un portrait essentiel, celui de Margaret. C'est Margaret dont tu parlais, qui est du passé. Voilà, parce qu'on lui demande au départ peut-être de faire une exposition sur les femmes du 19e siècle qui ont habité cette fameuse demeure. Elle, ça la titille très fortement, puisque, je vous dis, ce portrait l'a hypé de suite. Elle l'a trouvé dans une des pièces de la demeure, tout seul, sans inscription, sans rien. Et on sait très peu de choses aussi sur Margaret dans les archives de cette demeure et de cette famille qui habitait là, qui ont perduré d'ailleurs, qui ont pérennisé, puisqu'ils sont là depuis quand même quelques décennies dans son époque à Margaret. Donc il devrait y avoir plus de choses sur justement cette fameuse Margaret. Mais non, elle va partir dans cette chasse aux sorcières, on peut dire, jeu de mots. Elle va trouver pas mal de petites choses dont je vais taire, et cette quête qui va rassembler donc un peu toute cet entourage donc de magie noire, de sorcellerie. C'est très bien amené, c'est très bien imbriqué avec le passé, avec Margaret. J'avoue avoir été très étonnée parce qu'on nous parle pas, je sais pas, à la Harry Potter, hein, on s'attend pas non plus à avoir de l'extravagance fantasy. Non, c'est vraiment très bien ficelé. Oui, et puis ça parle aussi d'esprit. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais a fortiori, Augusta va être confrontée à des choses qui vont se passer dans cette demeure, qu'elle va ressentir, et c'est là que va se propulser justement cette histoire entre les deux femmes, parce que ce sont deux destins liés, généalogiquement parlant et historiquement parlant. Donc ce que j'ai bien aimé, et pour arrêter d'en parler parce que je vais peut-être vous saouler, mais moi je l'ai beaucoup aimé pour ça, parce qu'on intègre encore une fois deux destins de femmes avec des histoires différentes mais malheureusement entremêlées, et qui convergent avec les droits de la femme, que ce soit à l'une ou l'autre époque. Et j'ai trouvé ça très très bien fait, très beau. Margaret est très émouvante, très attachante. Augusta a une chance folle de pouvoir faire émerger, découvrir, faire émerger ces sensations-là qu'elle a dans cette fameuse baraque, que les gens visitent le jour, et elle est tellement hypée qu'elle est fascinée par ce qui s'y passe. On nous dévoile tout ce qu'il faut dans ce livre pour pouvoir comprendre pourquoi elle ressent toutes ces choses-là, pourquoi c'est imbriqué avec elle. Et en fait, on voit, encore une fois, j'ai souvent pris cette expression, mais en fait, Augusta devient un petit Pokémon avec cette évolution-là, qui fait qu'elle va devenir une femme, entre guillemets, plus libre,
de ses faits et gestes, de sa vie professionnelle, de ses engagements, de ses prises de conscience par rapport à sa vie privée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé tous les sentiments mêlés dans ce livre. Et franchement, ouais, même tout cet aspect des petites sorcières de Salem, etc. C'est ni trop, ni pas assez. C'est juste ce qu'il faut. On est vraiment emporté, embarqué. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Et je le conseille, franchement, si vous aimez tout ce qui est un peu ésotérique, un peu esprit, spirituel, et embringué dans des histoires d'amour. Un peu généalogique aussi, finalement. Oui, puisque je ne peux pas dire pourquoi, mais vous le saurez si vous le lisez. En fait, c'est un peu une carte d'identité, finalement. Oui, parce que elle est tellement mal dans sa peau à un moment donné dans sa vie que... parce que bon, pour la petite histoire, elle a perdu son papa et elle s'est un peu éloignée de sa maman parce que bon, sa maman n'est pas du tout une maman à proprement dit pour elle, puisque elle ne fait pas cas de ses états d'âme. C'est pas une maman très, on va dire, c'est pas une maman très attentionnée par ce qu'elle peut ressentir ou ce qu'elle peut vivre. Elle l'écoute, mais bon, sans plus. Donc, elle a un petit manque quelque part. Donc, entre ça et puis son conjoint au début de l'histoire qui fait pas trop cas d'elle. Hein. Ils vivent même en coloc avec le frère de son conjoint, qui est un geek invétéré aussi. Donc, ça En fait, elle n'a pas de chance. non, ça aide pas dans sa vie. Comme j'ai dit au début, elle s'ennuie. Donc, tout ça va être balayé. Elle va avoir cet échappatoire, cette hype-là de cette maison. Et en fait, ouais, Margaret va quelque part se sauver elle-même, mais sauver aussi Augusta. Et j'ai trouvé ça très beau. Tu mets combien ? 5. C'est super bien écrit. Je compte bien lire un autre livre de cette autrice. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle écrit. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que de vous dire que j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, pour ceux qui me connaissent, voilà, peut-être que vous aurez aimé et vous aurez envie d'aller le voir et de le lire. Donc, moi, dans un premier temps, je vais vous parler du premier tome de L'Engrangement de Neil Pfeffer aux éditions Hachette Roman. Donc, ça fait un moment que je l'ai lu, mais comme vous le savez, le deuxième est dans ma palle d'août, donc je vous devais de faire mon avis sur ce livre que je trouve quand même très très bien écrit. Et très beau, hein, les couvertures, hein, vous le voyez, sont il est magnifiques. très beau, mais il est très bien, et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas, je m'attendais à autre chose, quelque chose peut-être un peu plus fade, et finalement, en fait, pas du tout. Nous suivons en fait l'histoire de Sophie de la Pointe, qui vit, alors je ne sais plus, je crois que le nom c'est Aigleporte. Donc elle vit là-bas avec son père Victor de la Pointe, qui est un tisseur de temps, parce que comme vous vous en doutez, déjà on parle, c'est très poétique, un tisseur de temps. Voilà, on parle de tout ce qui est temps, donc horloge, tout ça, avec les Oranima qui ont une âme en fait, et qui d'une certaine façon, et qui peuvent parler justement aux êtres humains. C'est une sorte de petite voix que tu entends dans ta tête. Tu vois, c'est comme elle le dit si bien, c'est une sorte de chatouillement qui te permet de comprendre ce que... Des fois, ça doit être dérangeant, non ? Oui, ça les dérange un petit peu, surtout quand ils savent pas parler. En fait, c'est un peu comme une langue des signes que tu apprends en fait au fur et à mesure. Tu l'apprends vraiment comme une langue et qui te permet justement de parler avec ces codes, petites... comme des codes. Exactement, avec ces petits trucs qui vous donnent le temps. Donc c'est très très bien fait. On rentre tout de suite dans l'univers, dans le domaine de Sophie et de son père, qui sont très liés d'ailleurs, puisque elle aussi, elle comprend d'ailleurs les Oranima, elle admire son père, jusqu'au jour où, en fait, le fils du roi de Ferwell, Dimitri, vient la voir directement dans la boutique de son père et lui demande de réparer un engrange-temps. Un engrange-temps, c'est un petit système qui permet de remonter le temps, mais qui est interdit. Parce qu'il y a des lois aussi par rapport à ça qui ont été mis en place. Il y a certains objets, on les appelle les horloges prodigieuses. C'est tout ce qui est horloge prodigieuse. Il n'y a pas que l'engrange-temps forcément, mais vous comprenez qu'un truc qui remonte dans le temps, c'est compliqué. C'est compliqué, ça porte des problèmes et les États veulent absolument contrôler ça. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses par rapport à ça, beaucoup de trafic, enfin bref. Et en fait, elle va le réparer. Elle va le réparer parce que c'est Dimitri
qui lui a demandé, c'est le prince, le fils du roi, donc forcément elle doit Oui, elle doit obéir, entre guillemets. Voilà, hein. grosso modo, c'est ça. Le fils du roi t'apporte un truc, tu fais ce qu'on dit. C'est ça. Et en fait, on apprend aussi donc un petit peu de Sophie. Sophie, elle veut devenir comme son père, elle veut devenir tisseuse de temps, mais on apprend ce que c'est aussi un tisseur de temps quand c'est quelqu'un qui donne justement vie à ses Oranima. Donc en général, pour donner vie à un Oranima, c'est simple, il faut je crois que c'est une goutte de sang. Il faut lier en fait, il faut prendre une petite partie d'un humain pour la mettre dans cet Oranima et que cet Oranima vive justement. Et c'est justement, du coup l'Oranima possède une petite partie de l'être humain qui va lui donner justement une petite partie de sa vie. Grosso modo c'est ça, un tisseur de temps c'est ça. Rien à voir avec les engranchements, mais bien sûr ça remonte les horloges, tout ça aussi. Hein, voilà. Mais voilà, on a ce contexte là vraiment très... horologique. Je peux poser une question, moi, parce que par rapport à ce que tu racontes, la petite Sophie, enfin moi je sais pas, on me donne un petit objet comme ça à réparer, alors je le répare. Est-ce que la curiosité va pas être plus grande que alors attends, parce que le prévu? Alors voilà, justement, moi, en tu me fait, donnes un truc comme on ça, en vient... je serais peut-être tentée d'essayer quand même. On hein. en vient au vif du sujet, c'est-à-dire que du moment où en fait Dimitri vient lui demander de réparer l'engrange-temps, elle est déjà, c'est une horloge prodigieuse, elle n'a pas le droit, c'est quelque chose d'interdit, donc forcément il faut qu'elle trouve aussi une solution pour la réparer. Pour que ça sache aussi. Et pour pas que ça s'ébruite et que même son père ait vent de ça, puisqu'elle veut protéger son père de ça, parce qu'il commence à se faire vieux et que voilà, il faut le protéger, enfin c'est son père, c'est normal. Et donc en fait, elle va, d'une certaine façon, elle va se sentir obligée d'accepter et de réparer cet engrange-temps qui, malheureusement pour elle, va lui apporter beaucoup plus de soucis que l'on pourrait. J'imagine, donc ça revient à ce que je te posais comme question. Voilà, mais en fait c'est pas, on pourrait penser qu'elle est curieuse ou quoi. Oui, elle est curieuse, puisque de toute façon ça fait partie de ce qu'elle aime, puisqu'elle veut devenir comme sa son volonté père. du coup. Un petit peu, elle va se sentir obligée. Je tairai certains trucs de pourquoi elles se sont obligées. Enfin, découvrez-le, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais sachez que Dimitri va devenir très important, mais pas comme vous pouvez le penser, puisque c'est l'acteur principal de cet engrange-temps et de tout ce qui va engranger, justement, puisque, en fait, on apprend que Dimitri veut tuer son frère. Parce que, en fait, son frère, c'est le futur roi, Charles. Charles, c'est le futur roi, donc qui prendra la succession de son frère. Sauf que Dimitri ne veut pas et veut la place de son frère, donc il veut tuer son frère. Et en fait, lui, il a trouvé la solution, c'est de remonter le temps de quand ils avaient 10 ans et de le tuer à un moment précis. Il veut tuer son frère. Donc, ouais, il veut réparer cet objet interdit à des fins malhonnêtes. Il veut tuer son frère, voilà, tout simplement. Il veut récupérer le pouvoir. Et donc, vous doutez bien que ça va pas forcément se passer comme il faut, puisque, en fait, Sophie va avoir vent de ça, même si elle va réparer l'engrange-temps. Elle va se retrouver avec Dimitri à voyager dans ce temps. Donc, à aller dans une autre époque où ils sont plus jeunes avec son frère. Et en fait, elle va sauver Charles. Donc, elle va intervenir, en fait, dans ce temps. Oui, mais du coup, ça va changer le présent. Il Oui. faut peut-être pas trop dire. Non, mais si, parce qu'en fait, c'est très important pour que vous compreniez l'histoire et pour que vous, quand je vous expliquerai le deuxième tome, vous puissiez comprendre qu'ils vont revenir en fait dans le temps. Sauf que quand elle va rentrer chez elle, les choses vont avoir changé. Mais non, mais même pas que ça en fait. C'est-à-dire que quand elle va rentrer chez elle, son père, il va avoir pris un coup de jeune. Et là, elle va se poser des questions. Et là, elle va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je suis revenue théoriquement dans mon époque. Mais en fait, non. Elle est pas revenue dans son époque. Elle a interféré avec un autre monde, finalement. Donc, une sorte de multivers, si vous voulez. Oui, bah oui. Où en fait, justement, elle n'est pas encore née. Il n'a pas rencontré encore sa mère. Finalement, quand elle rentre, c'est complètement une étrangère pour son père. Et, le malheur. Et là, ça va plus, puisque en fait, le problème, c'est qu'elle est revenue aussi avec l'ancien Dimitri. Enfin, le Dimitri, le méchant Dimitri. Oui. Elle est revenue avec lui. Donc ça veut dire qu'elle... Et lui, le père, il vit avec le gentil. Il vit encore avec ses deux fils. Oh là là, le bazar. Voilà. Il vit encore avec ses deux fils. Sauf que du coup, lui, le vieux Dimitri, il va vouloir tuer du coup Charles. De nouveau. Encore. Enfin, je vous passe les détails. Je vais un peu plus vite. Je vous raconte peut-être un peu mal cet épisode parce que ça se passe pas exactement comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Sophie, elle se retrouve embarquée là-dedans. Que le vieux Dimitri va vouloir aussi tuer le père de Charles et de Dimitri II, hein, du coup, pendant la cérémonie de passation des pouvoirs, puisque de toute façon, Sophie, elle est obligée d'accepter son sort, puisqu'elle peut pas. Ah bah oui, de toute
façon, Puisque l'engrange-temps... elle y est, hein. Non mais même l'engrange-temps, en fait, il peut pas le ramener, puisque de toute façon, si mes souvenirs sont bons, il s'est cassé. Donc il faut le réparer, et en fait il faut récupérer la pièce, etc. Même si elle fait des pieds et des mains, elle va pas y arriver. Et donc le jour de la passation des pouvoirs, son père qui doit donner les pouvoirs à Charles se fait tuer Et là, tu par vas- le vieux Dimitri. Et là, tu vas peut-être Non. arrêter. Par le vieux Dimitri. Mais non, parce que c'est encore plus compliqué que ça, parce que là on est vraiment dans le... Et je pensais pas m'en souvenir aussi bien, hein, mais ça me revient. Et donc en fait, le jour de la passation des pouvoirs, donc le roi meurt, Charles prend le pouvoir quand même, puisque le vieux Dimitri est tué par le vrai Dimitri. C'est bon. Du coup, c'est des engrenages vraiment. exactement. Sauf que je sais plus si avant ou après, je vais vous donner cette information, mais je sais plus si elle vient avant ou après. C'est-à-dire que en fait, Sophie va se rapprocher justement du Dimitri nouveau, on va dire, du Dimitri II. Et en fait, il va se passer quelque chose où ils vont atterrir dans les Landes. Dans les Landes, c'est là où il y a... je vais vous épargner les détails parce que comme ça, je vous laisse aussi un peu de suspense. Mais ils vont tomber sur quelqu'un. Je vous dis pas qui c'est, mais qui va leur annoncer quelque chose qui va bouleverser un peu la vie de ce Dimitri II, parce qu'ils vont essayer de chercher pourquoi justement le vieux Dimitri veut absolument tuer Charles. Oui, il doit y avoir une raison. Voilà. Bon, après, il y a cette envie de pouvoir, tu l'as dit tout à l'heure. Aussi. Déjà, bon, ça c'est déjà une grosse chose. Ils vont découvrir que en fait leur mère, donc à Charles et Dimitri, a passé un pacte avec justement cette femme qui consistait justement parce qu'en fait elle voulait absolument avoir des enfants et elle leur a dit oui d'accord en échange, mais ça je vous explique pas quoi, c'est que vous aurez 2 fils mais leur fils est lié. Et si vous voulez que leur âme soit complète, grosso modo, il faut qu'il y en ait un qui meure pour récupérer entièrement son âme, quoi, grosso modo, c'est ça. Hein. Et donc là, Dimitri et Sophie prennent conscience qu'en fait, il est lié à son frère. Il est lié à son frère. Et que s'il meurt, voilà, ça donnera à Charles son âme complète et inversement aussi. Et que tu comprends qu'en finalement, en fait, tout ça c'est imbriqué aussi et que tu comprends les agissements du vieux Dimitri. Oui, et puis quelque part, finalement, de tuer son frère, ça sert à rien. Le vieux Dimitri d'ailleurs qui finit par mourir le jour de la passation du pouvoir, puisque Dimitri tue justement le vieux Dimitri. Oui, t'as dit ça. C'est un peu compliqué, je sais, mais... Et donc, puis... du coup, attends, parce que j'ai pas fini. Parce que Mais raconte pas tout. Non, mais si, parce que ça, c'est quand même important pour le deuxième, puisque justement, c'est ce qu'on va vouloir aller chercher aussi dans le deuxième. C'est que, en fait, Dimitri et Sophie, donc le Dimitri II, mais maintenant c'est Dimitri, hein, donc vous avez compris, puisque l'autre il est mort de toute façon. C'est que, en fait, pendant... Si vous avez suivi, vous nous le dites en commentaire. C'est que, en fait, elle a passé du temps avec lui. Et que pendant ce passage dans les Landes, elle va apprendre à le connaître. Parce qu'elle lui voue une haine pour ce qu'elle sait par rapport au vieux Dimitri. Voilà, elle sait. Et en fait, on lui dit que finalement, il y a une chance sur 2 que ce Dimitri-là fasse exactement la même chose que l'autre. Et que de toute façon, ce sera jamais sûr. Mais malgré elle va quand même s'attacher à lui. Bah oui, ils passent du temps ensemble. Voilà, forcément, donc forcément, vous comprenez où on veut en venir. Une petite attirance. Voilà, exactement, mais j'en dirai pas plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de tout ça, donc à la fin de ce premier chapitre, Sophie, elle est un peu déboussolée, puisque son père, il n'est plus vraiment son père, puisque elle n'existe pas encore forcément. Que je crois que d'ailleurs, elle lui a pas vraiment dit que c'était sa fille dans le futur. Je crois qu'elle en vient à lui dire à un moment. Ça doit être triste pour elle, cette condition de revenir avec, en ayant accompli sa tâche. C'est ça. Et de revenir avec un papa qui la reconnaît pas, quelque part. Exactement. Et en fait, finalement, elle se sent un peu perdue dans ce monde. Et en fait, elle se rend compte que elle est pas chez elle, finalement, la seule chose qui lui reste de réel, c'est ce lien qu'elle a un petit peu noué justement avec Dimitri, le fait qu'est-ce qui s'est passé, et en fait oui, mais le problème c'est que elle se rend compte que sa vie, elle peut pas tourner qu'autour de ça et de ce truc, parce qu'en fait finalement ils peuvent pas être ensemble. Lui il est quand même prince, elle est juste fille, elle est presque pas rien. Cet engrange-temps réparé l'a un peu esselée. Voilà, c'est ça. Et en fait il faut qu'elle se reconstruise et il faut qu'elle trouve sa voie. Et la seule chose que... Est-ce qu'elle va la trouver? Attends, c'est que finalement, en fait, à la fin du premier, elle s'en va. Elle quitte Aigues-Portes, elle quitte Dimitri, ils se disent au revoir, et elle quitte pour aller vivre sa vie ailleurs.
et recommencer justement une nouvelle vie. Elle veut aller se cacher aussi, puisque techniquement elle reste quand même, ben voilà, il faut qu'elle se reconstruise finalement en fait. Oui, puis Elle veut être quelqu'un d'autre. Oui, puis elle est quelque part un peu intruse. Voilà, c'est ça. De ce monde. De ce nouveau monde. C'est ça, elle n'est pas à sa place forcément, et en fait elle veut essayer de se reconstruire, de se cacher, de redevenir quelqu'un, et en fait elle part pour ça, pour essayer d'oublier finalement. Et voilà. Est-ce qu'il t'a plu? On finit sur ça. Oui, moi je sais qu'il t'a plu parce que t'as vraiment été hypée. J'avais adoré. Par contre, j'adore la plume de l'autrice. Franchement, elle écrit très très bien. J'adore vraiment son écriture. Non, franchement, en plus on voit que c'est pas qu'une traduction, qu'on est vraiment dans du français. Il y a de bons mots. On est vraiment bien dans cette histoire. Du début jusqu'à la fin, je l'ai pas lâché. Je l'ai lu en très peu de temps, mais c'était tellement bien écrit. Voilà, j'ai adoré l'histoire de Sophie. Je lui mets 5. J'ai vraiment adoré. Et ouais, j'ai hâte de vous raconter l'histoire du deuxième justement. Et franchement, non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Dans un prochain point lecture. Exactement. Moi, pour mon petit dernier, ce sera Le rêve de nos mères, tome 1 de Karine Pitochi aux éditions Charleston. Mais il fallait que je vous parle quand même de cette saga, puisque ce mois-ci, j'ai mis dans ma palle le 3, que j'aime beaucoup. Le premier, alors je vais vous faire un peu comme pour qu'elle revienne, il est pas très épais, il fait moins de 250 pages, mais j'ai quand même poussé jusqu'au deuxième pour voir la teneur, puisque je suis quand même restée sur ma faim dans le premier. Oui, je voulais savoir. Et je voulais savoir quand même ce qui s'y passait, et si vraiment, réellement, ça m'allait bien, et que ça me plaisait, que ça me hypait, etc. En effet, il faut pousser. Franchement, c'est une belle histoire. Donc, on va raconter dans ce roman, dans le premier en tout cas, l'histoire de Lady Julia Ashford, qui est veuve de son mari Charles, qui possède un domaine. Ils sont assez aisés aussi. C'est la petite bourgeoisie, elle a des domestiques. Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté-là très affectueux de certains de ses domestiques, dont Madame Adler, la cuisinière qui est là depuis des années. Ça m'a fait un peu penser, et ils ont raison, c'est marqué derrière le bouquin, à Downton Abbey, que moi aussi j'ai vu, donc je peux en parler, je peux faire la comparaison. Ils sont très très liés parce qu'elle est comme ça, elle est très bienveillante, elle est très gentille, elle me fait penser un peu à Alban, elles sont un peu du même acabit, je dirais, par rapport aux relations avec leurs domestiques, malgré son statut, elle, de petite bourgeoise. Cela étant, elle reste quand même très gentille avec ses domestiques, et elle ne profite pas d'eux, elle ne les maltraite pas. Au contraire, ça devient entre guillemets presque des amis sans en être, bien entendu, mais elle veille à leur bien-être, on va dire. De là, il y a un autre personnage qui va rentrer en ligne de compte, c'est William. Son surnom c'est Willy Murphy. Qui est très très important et que moi j'aime beaucoup, puisque là, alors on va faire des références cinématographiques, excusez-moi, mais c'est aussi dans derrière de couverture, et je peux encore en parler parce que voilà, c'est un gangster dans les bas-fonds de Londres, et c'est vrai que derrière c'est marqué qu'on fait référence à Peaky Blinders, et c'est tout à fait ça. Voilà, donc Peaky Blinders, c'est une saga que j'ai vue à la télé aussi. Qu'on adore. Voilà, que j'ai adoré, et franchement ce Willy me fait penser un peu à la Thomas Shelby, il faut le dire. Voilà, j'ai vraiment été dans ce mood là, je m'y attendais pas, franchement. C'est vrai que bon, là je vous parle aussi parce que j'ai un recul avec le 2, le tome 2, mais c'est vrai que dans le premier on nous installe cette histoire, ce Murphy là qui est un peu voilà, à l'antithèse de cette Julia très sophistiquée, puis de la petite bourgeoisie anglaise de l'époque, donc on est à l'aube de la première guerre mondiale, j'allais dire des bêtises, et donc voilà, donc on vous installe ces deux personnages, c'est les deux protagonistes de l'histoire. Il y a donc les domestiques, comme je vous ai dit, donc Mrs. Adler qui est très importante, donc la cuisinière, puisque celle-ci correspond avec une autre domestique qui s'appelle Edna qui était au service donc de Julia fut un temps, et qui est partie à un moment donné puisque elle a décidé de partir pour se marier. Seul
Seulement, elle s'est mariée à un rustre, un alcoolique. Il la maltraite. Alors, il faut bien le dire, elle est tout le temps avec des bleus, puisque, voilà, vu ses addictions à cet homme, elle se retrouve vraiment dans des états pitoyables. Et un jour, elle croise le chemin de William Murphy. Et donc, William a plusieurs frères, dont une sœur, et il a eu une maman, enfin, il a eu des parents, etc. Et ils sont tous ses frères, contre la maltraitance féminine. Donc c'est un point qui m'a beaucoup touchée, puisque encore une fois, un peu comme dans d'autres bouquins que je vous révèle, c'est la cause féminine. Dans ce livre, on nous explique les droits encore des femmes de l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, aussi bien du côté bourgeois qu'aussi bien du côté domestique, et aussi bien du côté de la vision de William Murphy. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont contre la maltraitance des femmes, donc ils rencontrent Edna. Il va lui proposer de l'aider, d'une certaine façon, bien sûr. Bien à lui. Vous comprenez bien. Donc c'est pour ça le rapport à la Peaky Blinder, voilà. Donc il décide de faire subir à son compagnon ce qu'il lui fait subir. Donc vous comprenez bien que l'autre va en prendre de la graine. Il va même être obligé de partir, de laisser Edna tranquille. Et il va tenir sa promesse parce que il a risqué sa vie là avec les Murphy dans le coin, c'est mort. Les Murphy tiennent donc un café, ils vont employer Edna. Ils vont la garder près d'eux, ils vont être très gentils avec elle. En fait, il va s'avérer qu'elle va lui raconter un petit peu sa vie à ce Murphy. Elle va se confier. Elle va lui dire qu'elle était employée par Julia, une sainte femme, une petite bourgeoise, mais une sainte, parce qu'elle a toujours été gentille avec ses domestiques. Et là, ça va faire tilt. Parce que en fait, William est lié avec Julia, mais sa personne ne le sait à part sa famille à lui, puisque étant jeune, Julia avait donc sa demeure près de la ferme des parents des Murphy. Et un jour, il s'est passé un événement et les frères Murphy ont défendu les personnes concernées. Je vous raconte pas tout, parce que sinon c'est dommage, vous n'irez pas à le chercher, qui sont très liés de cet événement-là, et il va être employé par la famille de Julia dans les écuries. Donc il s'y connaît très très bien en chevaux. Ils ont été très très liés avec Julia pendant leur jeunesse. Je ne vous dirai pas jusqu'à quel point, si ce n'est qu'ils ont gardé l'un et l'autre d'énormes sentiments bienveillants et voire plus l'un envers l'autre. Grâce à Edna, ça va faire la passerelle, si je pourrais dire, entre les deux, puisque d'un côté vous avez Julia qui se meurt, qui est en deuil de son mari qu'elle aimait, attention, elle aimait son mari, ils ont eu un enfant, l'enfant devient donc héritier du domaine, mais bon voilà, elle est pas bien dans ses basques, elle se sent pas bien dans sa vie, tout s'écroule. Cette passerelle qui va se dénoncer au fur et à mesure des pages va faire qu'on va redécouvrir leurs sentiments. Il va y avoir une cavalcade d'événements. Il y a un personnage dont je dois vous parler parce que c'est un personnage que j'aime aussi beaucoup, c'est un personnage féminin. Pour le coup, c'est Emily. Emily est la cousine de Julia et en fait c'est une boule de dynamisme, une boule féministe, c'est une boule, comment je pourrais dire, en fait c'est une boule de fraîcheur dans cette histoire. Elle va être au même titre que Edna, quelqu'un qui va faire beaucoup de passerelles vis-à-vis des deux protagonistes. Elle va même aller jusqu'à demander à Churchill de l'époque de l'aide pour, à un moment donné, il va se passer un événement très important entre les deux et elle va être même amenée donc à aller voir Churchill pour défendre la cause de William qui est emprisonné. Donc je vais vous taire tout le reste parce que je pense vous en avoir dit déjà beaucoup. Je trouve que c'est un très beau roman sur les sentiments, encore une fois, même si c'est des sentiments qui à l'origine étaient plutôt adolescents, mais qui ont refait surface, qui étaient toujours là en fait, qui étaient en amont, qui étaient dans son cœur à Julia. Et vraiment, elle va se battre avec Emily, puisque Emily, quelque part, pour moi, c'est un peu la charrue, et elle, le bœuf derrière, qui va suivre, qui va prendre exemple, qui va se donner comme
oui, comme exemple. On peut pas dire autre chose. Ça va être son exemple féministe. Et la preuve, hein, Émilie apprend à conduire. Elle fait tout ce qui est interdit à l'époque pour une femme. Elle va couper ses cheveux, elle va s'habiller comme elle veut, elle va mettre un pantalon pour faire du cheval, par exemple. Enfin, elle contredit toutes les caractéristiques de l'époque de la femme et elle s'en réjouit. Et ça va beaucoup aider Julia à grandir aussi et à aller de l'avant contre les qu'en dira-t-on, puisque vous comprenez bien de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure qu'entre une petite bourgeoise comme la Lady Julia Ashford et un William Murphy des bas-fonds de Londres qui est un gangster avec sa réputation qui va avec et ses frères et sa sœur, vous comprenez bien que c'est pas possible. Voilà, ça va être très compliqué. Et voilà, ça c'est la teneur du tome 1. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous divulguer des trucs du 2 que je vous ai pas encore chroniqué forcément. Donc on va s'arrêter là. Comment tu le mets? 5. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé un peu courte pour le premier, mais ça a été très dynamique. Voilà, ça a été très introductif. Donc c'est vrai que je suis restée un peu sur ma faim. Je me suis dit encore un petit, voilà. Voilà, le deuxième m'a rassasié, donc ouais, je lui mets 5. Donc moi, ensuite, je vais vous parler d'un western que je vous ai présenté dans une des pales il y a un petit peu longtemps, je crois que c'était en juillet, c'est pas si longtemps que ça. Voilà. C'est pas si vieux. Je crois que c'était juin ou juillet, enfin bref, et c'est Le Tireur de Glendon, oui c'est ça, Swartwout, si je le prononce bien, aux éditions Totem. Donc c'est l'histoire de John Bernard Books, très important, qui a fait partie de la conquête de l'Ouest, puisqu'on est au XXe siècle maintenant. Et en fait, il est connu comme l'as de la gâchette, d'où le tireur. Il a un nom un peu particulier, puisque Books, en fait, voilà, il est reconnu par beaucoup de gens. Quand il va dans la rue, on le reconnaît, on sait qui il est. On l'évite d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas se retrouver sous son revolver. Voilà, enfin bref, je vous épargne trop les détails. Un jour, il se retrouve... donc en fait, il fait un voyage, donc il fait des kilomètres à cheval pendant des jours, et il se retrouve dans une petite ville, je ne sais plus le nom de la ville, je sais même plus le nom de certains personnages en fait, même de tous, hormis Books. Il arrive dans cette ville où il fait en sorte qu'on le reconnaisse pas parce qu'il veut pas trop. C'est incognito. Il a mal un petit peu quelque part, voilà, en plus ça fait longtemps qu'il voyage. Il va réussir à avoir une petite place dans une petite auberge où c'est une mère qui le tient avec son fils, puisque leur père, enfin son père est mort, donc son mari n'est plus là, et donc elle se retrouve à voilà, loger des gens pour pouvoir payer ses dettes, et donc elle va... C'est une sorte de pension quoi de l'époque. Voilà, c'est un peu ça, et en fait elle va du coup accepter de l'héberger, mais il se fait passer sous un faux nom, donc elle ne sait pas qui elle héberge, elle ne le sait pas. Son fils ne le sait pas non plus. Le problème de son fils, c'est que il a des idées un peu de grandeur. Voilà, pour lui, les méchants du western, enfin ceux du western, voilà, ouais, ils sont un peu adulés, voilà. Et bref, je vous raconterai. Vous comprendrez pourquoi après. Donc Books, il prend possession de sa chambre, se rend compte qu'en fait il est de plus en plus mal et qu'il faut vraiment qu'il voit un médecin. Le lendemain, ce médecin est appelé par justement celle qui le loge et il arrive, le médecin, donc il l'accueille dans sa chambre, etc. etc. Et le médecin lui dit, bah écoutez, il faut que je regarde, il faut que je vois où est-ce que vous avez mal, puisque on va pas se mentir, il a mal à l'arrière-train. Voilà, grosso modo c'est ça. Je vous épargne les détails pour pas trop vous dire, mais c'est pour ça qu'il avait mal en selle, pour te dire qu'il avait tellement mal en selle qu'il est obligé de mettre un coussin sous lui pour éviter amortir un peu le choc. Voilà, c'est ça. Et donc il peut plus travailler, voilà. Son moyen de locomotion, c'est tout à l'époque, hein, le cheval. Et le médecin lui donne son verdict après l'avoir ausculté et lui dit qu'il est atteint d'un cancer incurable et qu'il va bientôt mourir. Voilà, et qu'il est certainement dans un stade très avancé de la maladie et que comme c'est incurable, et ben sa mort est proche, puisqu'en plus ça le fait de plus en plus souffrir et que c'est pas de maintenant qu'il a mal et que ça fait quand même quelques semaines puisqu'il a voyagé, etc. Donc voilà, il est atteint d'un cancer et en fait bah, c'est le choc pour lui. Voilà, lui qui est un as de la gâchette, qui a tué pas mal de gens, il a affronté la mort plus d'une fois. Et il va mourir bêtement. Et il va mourir aussi bêtement dans l'instant T, là, voilà, c'est le cancer. Il va se dire, je me fais... C'est tout bête et lui, bah voilà, il a du mal à encaisser ça. Le médecin lui donne quand même
je crois que c'est de l'opium pour éviter qu'il souffre à long terme, mais il lui dit bien que, voilà, en plus, c'est bête, mais en fait, il va lui dire comment il va finir, tu vois. Il va lui dresser le tableau noir en lui disant que voilà, il finirait incontinent, qu'à force, il pourrait plus manger, qu'il maigrirait, qu'il pourrait plus bouger de son lit. Donc, il va finir très mal. Qui est nomade, ça va pas être possible. Que même l'opium ne fera plus rien à force, que là, ça lui soulage, mais au fur et à mesure, ce sera plus des heures, mais des minutes, et qu'il sera peut-être même addict au final à ça, puisque, voilà, oui, on connaît c'est la seule chose qui le calme finalement. Et donc en fait il lui dépeint le tableau noir, puisque l'autre il lui pose des questions aussi, puisqu'il lui dit il y croit pas. J'ai une question, moi, est-ce qu'il est sûr du verdict, le médecin? Oui, il est sûr, on est sûr. De toute façon les signes avant-coureurs ne trompent pas, voilà, il a un cancer. Et on est sûr, en fait, on est sûr. Et lui, en fait, on va suivre, justement, ça c'est le début de l'histoire, et en fait on va suivre en ces si peu de pages la fin de sa vie, et ce qu'il va décider de faire finalement, et son acceptation aussi de son état, puisqu'il vient juste de l'apprendre, et il va falloir qu'il vive avec ça. Oui, il n'a pas eu le temps de s'adapter ni à l'annonce, ni au fait qu'il va... Enfin, la fin. Parce que si je me trompe pas, en plus, c'est une information que je suis pas sûre, mais théoriquement, si je me trompe pas et que je me souviens bien, s'il vient dans cette ville, c'est exprès pour voir le médecin, parce qu'il sait que le médecin, c'est un très bon médecin. D'accord. Voilà, aussi. Oui, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin son arrivée là-dedans, et voilà. Et malgré tout, il va garder ce secret du cancer, il va pas le dire tout de suite à personne, même pas à sa logeuse, qui va quand même s'inquiéter pour lui au vu de son état. Et son fils va apercevoir les 2 revolvers qu'il a, parce que c'est la gâchette. Et que en fait Books est connu aussi pour ses revolvers un peu spéciaux, qui sont connus un peu à travers le Far West, forcément. Et en fait, c'est comme ça que lui, il va le gauler et qu'il va comprendre qui il est. Et donc, au début, je crois qu'il lui demande de garder un petit peu le secret, de ne pas le dire à sa mère. Mais finalement, sa mère va l'apprendre parce que, en fait, un soir, il y a des gens qui le recherchent forcément, puisque c'est Books, ils veulent le tuer forcément. Un soir, ils vont venir... à l'endroit où il loge justement, et en fait ils vont passer par la fenêtre, essayer de le tuer, voilà. Je vous épargne certains détails, je vous ai pas tout dit de pourquoi, et aussi il est parti, enfin bref. Et ça laisse du suspense. Voilà, et en fait donc il se fait un peu, on va dire, agresser, voilà. Il casse la fenêtre, il rentre, il tente de le tuer, sauf que Books, voilà, est très bien entraîné, il arrive à les tuer, sauf que là, du coup, il peut plus cacher qui il est, et donc il est obligé de révéler à sa logeuse qui il est, et par la même occasion au shérif de la ville. Ok. Voilà. Mais par contre, ils sont pas au courant encore je crois que c'est pas encore à ce moment-là qu'ils sont au courant de son cancer, sauf que, bien évidemment, comme il est malade, à un moment donné, sa logeuse va être au courant, son fils, du coup, va être au courant, puisque, forcément. Voilà, c'est son fils, donc forcément, et puis il vit ici, donc... et c'est lui qui va, d'une certaine façon, si mes souvenirs sont bons, répandre le fait qu'il est malade et qu'il en a plus pour très longtemps. Ça va vite s'ébruiter, même par rapport au shérif, puisque le shérif va l'apprendre aussi, donc forcément, ça se parle, puisque on sait que, voilà, ça tourne vite, en général, ce genre d'informations, et puis comme Books il est connu et que voilà, on pensait pas qu'il finirait à mourir par un cancer, voilà, c'est un peu le caïd de l'époque, voilà, et c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on voulait pour lui, voilà. Bref, je passe les détails, et donc en fait tout le monde finit par l'apprendre, il finit par... Enfin, il sort déjà plus parce qu'il est malade en plus, donc ça le fait souffrir, donc il reste dans son lit, mais quand voilà, tout le monde, même certains bandits, on va dire, entre guillemets, vont avoir vent de lui, et à un moment donné, je sais même qu'il se retrouve dans un saloon à parler avec quelqu'un justement par rapport à ça, à sa maladie, etc. Et en fait, justement, il va goupiller quelque chose avant de mourir. Il veut absolument finir sur une note bien. Voilà. C'est son but. Parce que là, c'est plutôt de la décadence qui l'attend. Voilà. Il sait qu'à un moment donné, il ne pourra plus bouger ni quoi que ce soit. Donc c'est avant de pouvoir bouger, justement, qu'il faut faire quelque chose. Et en fait, il va réunir... Je vous dis pas exactement pourquoi. Mais il va réunir... il va conclure d'un rendez-vous avec 3 ou 4 autres personnes, je ne sais plus le nombre, à tel endroit, à telle heure. Voilà, il va même charger le fils de sa logeuse d'aller porter un message à un de ces hommes.
Et en fait, c'est là où il veut justement faire son dernier combat, on va dire entre guillemets, Et il veut partir sur une note bien. C'est avec honneur, il veut partir. Voilà, et en fait, il va les rassembler et voilà. Je vous laisse le suspense. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va rester en vie? Est-ce qu'il va aller jusqu'à la fin de son cancer? Parce qu'il sait qu'il va souffrir jusqu'à la fin. Il va mourir d'atroces souffrances. Mais quelque part, ça explique beaucoup le fait qu'il ait envie de décider comment partir. Il veut décider de comment mourir. C'est il beau. veut pas mourir en souffrant. C'est beau, c'est courageux. Hein. Oui. Il veut faire son belle histoire. combat et on le suit jusqu'au bout et on sait comment ça finit. Et voilà. Tu dis combien? Par contre, juste une information, c'est que, attends, on dirait ça, c'est juste que le fils de sa logeuse, pour porter le message, il lui dit oui, d'accord, je veux bien porter le message, mais à une seule condition. Oui. Ah, c'est vrai. Il lui dit, le jour où tu meurs, je veux que tu me donnes tes deux revolvers. Wow. Voilà. Parce que c'est un emblème en fait. Ouais. C'est un truc qu'on pourrait mettre derrière dans une bibliothèque, voilà, et l'afficher comme un objet. Un pistolet à l'époque, voilà, c'était comme un cheval, c'était quelque chose de précieux pour eux. Hein. Non mais là c'est vraiment les revolvers Mhm. de la personne Ouais. à avoir en souvenir, en collection. Et voilà, lui, mais le fils on l'aime pas trop, hein. On déchante vite avec lui, on n'aime pas trop la façon dont... Enfin perso j'ai pas trop aimé. Disons qu'il est plutôt intéressé. Voilà, en fait lui il se joue de la situation, lui Mhm. justement il est un peu content justement qu'il soit sur le point de mourir, il est tout content d'avoir l'as de la gâchette chez lui, prêt à mourir, voilà. Voilà, maintenant il lui promet ses armes. Bah, c'est la jeunesse, en il se vante échange un peu, d'eux. quoi, voilà. Voilà, on sent que quand même... et puis on sent qu'il veut quand même prendre un mauvais tournant, hein, quand même, hein, on le sent par rapport à ce qu'il fait. Mais il va quand même lui rendre service, et est-ce qu'il aura les armes à la fin de... Est-ce que parce qu'il vous le sera saurez mort si ou vous pas, le lisez. vous le saurez si vous le lisez, effectivement. Moi je lui mets 5, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré cette histoire justement où c'est des cas de figure qui je pense ont dû arriver pendant cette époque, et voilà, j'aime bien cet univers du western, on le retrouve bien malgré tout, et non franchement j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes curieux, lisez-le. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on s'est régalé à vous raconter l'histoire de nos livres et nos avis aussi, puisque c'est aussi ça nos points lecture. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout sur Instagram, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment, si vous continuez certaines lectures, exactement, dans les commentaires, on vous répondra comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas De liker, de commenter et de partager. et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se fait plein de bisous, on se retrouve à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez bien. Bye Bisous. bye.